أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission concernant notre série au sujet de la décolonisation de l'esprit des musulmans. La dernière émission a été un petit peu peut-être brutale pour certaines surtout. Vous avez bien compris qu'il s'agissait avant tout d'essayer de remettre en cause notre tendance actuelle, l'évolution de notre vie actuelle. Voilà. Parce qu'on ne se rend pas très bien compte, mais on est en train petit à petit de dériver vers un mode de vie, un modèle de vie, de relation qui ne correspond pas du tout ni à notre religion, ni à ce qu'on était à l'origine. Bien. Et qui est donc le monde moderne, le mode de vie moderne actuel, que j'essaye avec vous de remettre en cause. Parce que le musulman ne doit pas vivre sa vie comme ça, en suivant le chemin qu'on lui a tracé sans se poser de questions. Non, le musulman doit réfléchir et remettre en cause et analyser ce qui va pas, où ça va, d'où ça vient, pourquoi. Bref, utiliser son aql. Bien. Alors, l'émission d'aujourd'hui va concerner quelque chose de légèrement différent, mais qui est dans le même prolongement, qui concerne donc l'éducation des enfants. Donc vous avez vu qu'on a traité du mariage, l'âge, trouver son conjoint, la cérémonie, le rapport dans le couple, l'autorité de l'homme sur la femme. Maintenant on va parler de façon peut-être, donc ça sera un peu plus léger, un peu plus calme, ça fera un peu créera moins de tension je suppose, sur ce sujet qui est l'éducation des enfants. Parce que dans ce domaine, comme dans tous les autres, encore une fois, on adopte de plus en plus, chez les musulmans, les standards modernes actuels. Et donc, on subit de plus en plus les catastrophiques conséquences de ce nouveau style d'éducation qu'on donne à nos enfants, au même titre que les autres, puisqu'on vit de plus en plus comme les autres. Bien. Alors, l'éducation des enfants, tout d'abord, c'est un devoir sacré des parents. Un devoir, une responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala a attribuée aux parents. Quel est le but de l'éducation ? Le but de l'éducation, c'est de former, à partir d'un enfant, un futur adulte, croyant, responsable, équilibré, courageux, solide dans son identité, utile à lui-même et utile aux autres. Voilà. Si on arrive à faire un homme comme ça ou une femme comme ça de nos enfants, on pourra dire qu'on a réussi notre éducation. On n'aura pas spécialement réussi notre éducation si on arrive à faire de lui un futur docteur en biologie moléculaire ou un futur PDG d'une banque ou voilà. On est d'accord. Parce qu'on a tendance à glisser vers ça. Se fixer comme objectif de réussite dans l'éducation de nos enfants, le niveau socio-économique qu'ils vont atteindre. Il ne s'agit pas de ça. Le devoir d'éducation que l'on a vis-à-vis de nos enfants porte sur leur construction morale, psychique et religieuse, par la même occasion. Alors bon, il ne s'agit pas dans cette émission de vous dire comment éduquer les enfants, parce que c'est un sujet extrêmement vaste et qu'on ne peut pas traiter comme ça. Mais toujours dans notre démarche de remise en cause de notre vie moderne et de notre démarche de tentative de nous décoloniser par rapport à l'idéologie dominante, on peut se pencher sur un certain nombre de problèmes d'éducation qui nous affectent de plus en plus, dans le but d'essayer d'y remédier évidemment. Bien. Mais avant de remédier à des problèmes, il faut d'abord être conscient de leur nature. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, les problèmes d'éducation qui émergent et qui se développent malheureusement sont d'ordre essentiellement
sociale, psychologique et culturelle. Alors, explorons un petit peu ce terrain. D'abord, dans une perspective un petit peu d'évolution, une perspective historique. Avant, l'éducation des enfants était assurée par la famille élargie, qui habitaient souvent ensemble, d'ailleurs, c'est-à-dire les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins, enfin, ça formait en général une famille donc élargie. Souvent, avant, je parle à l'époque, encore une fois, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Comment on éduquait nos enfants à cette époque-là? À cette époque-là, ça se faisait comme ça. Donc il y avait donc la famille élargie, il y avait aussi le voisinage, et tout ce monde était homogène. C'est-à-dire qu'ils partageaient les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes codes de conduite, les mêmes coutumes, les mêmes traditions, le même langage, etc. Il y avait une homogénéité culturelle et sociale. Et l'enfant était éduqué par tout cet environnement. À la fois son père et sa mère, mais aussi ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, ses voisins. Tout le monde participait à l'éducation de cet enfant. Aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui ont malheureusement détruit ce modèle traditionnel d'éducation. Le premier phénomène, c'est que le cercle familial s'est de plus en plus restreint. On est passé de la famille élargie qui travaillaient ensemble dans les champs, etc., notamment, mais qui avaient des rapports étroits entre elles. Avec la modernisation du mode de vie, la famille élargie a commencé à se réduire, c'est-à-dire à se disloquer et à aboutir à une nucléarisation de la famille, c'est-à-dire juste le père, la mère et les enfants, et rien d'autre. Et ça, malheureusement, ça a fait que la charge de l'éducation donc s'est mise à peser uniquement sur les parents, le père et la mère, uniquement. C'est eux qui se sont retrouvés avec cette charge, qui est souvent assez lourde à gérer, alors qu'auparavant, ils pouvaient, entre guillemets, se reposer en comptant un petit peu sur la participation de tout le monde. Maintenant, donc, ce phénomène de resserrement de la limite familiale, qui fait que c'est resserré uniquement sur les parents et les enfants. Donc il y a ce phénomène-là qui s'est passé. Et puis, il y a un nouveau phénomène aussi qui a détruit ce modèle traditionnel, c'est que je vous parlais tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait, auparavant, il y avait une homogénéité de l'environnement, c'est-à-dire de la famille élargie plus le voisinage, et le village, la région, il y avait une homogénéité culturelle. Donc la famille s'est restreinte, et deuxième phénomène qui a cassé, c'est que l'environnement de vie que l'on a aujourd'hui n'est plus du tout homogène. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, on baigne dans un environnement culturel et social qui est régi par des lois, des principes, des comportements, une culture qui n'a rien à voir avec la nôtre, avec notre religion, avec notre façon de voir. Ce qui fait que l'enfant, déjà, avant, il était pris en charge par tout le monde, maintenant, il est pris en charge que par ses parents, au niveau de l'éducation. Enfin, après, on verra que c'est pas vrai en fait, mais c'est-à-dire, on va dire, dans le rapport direct à l'éducation. Donc, ça s'est restreint sur ses parents, mais en plus, cet enfant-là, deuxième partie du ciseau, il est soumis de plus en plus à une dichotomie énorme entre l'éducation qu'il reçoit à la maison dans le cadre d'un foyer musulman et l'environnement qu'il vit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'avant, l'enfant musulman, ce qu'il voyait dans sa maison et ce qu'il voyait à l'extérieur de sa maison, c'était la même chose. Donc il y avait une cohérence, une homogénéité, c'était parfaitement logique, limpide, simple, naturel, ça se faisait comme ça. Il n'y avait pas de... Voilà, ce qu'il vivait chez lui, il le vivait à l'extérieur, il y avait une continuité. Aujourd'hui, c'est plus le cas pour les foyers musulmans. Un enfant musulman, chez lui, il voit un certain nombre de choses, de valeurs, de principes qu'on essaie de lui inculquer. Il sort à l'extérieur, il voit tout le contraire. On lui inculque d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et là, ça crée évidemment des perturbations au niveau des repères. Ça crée des perturbations au niveau des représentations de l'enfant. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas dire que ça développe une sorte de schizophrénie, mais il y a un peu de ça. Il se sent obligé de développer une sorte de double vie, de double personnalité.
Et ça crée des problèmes d'éducation. Parce que quand on essaye d'inculquer des choses à son enfant, et lorsque ensuite, dès qu'il franchit le pas de la porte, il reçoit un déferlement de choses qui vont exactement en sens inverse, ça complique énormément la tâche, évidemment. Bien. Maintenant, les problèmes donc sociaux qui découlent du mode de vie moderne. Les parents musulmans, malheureusement, vivent de plus en plus comme des parents non musulmans. Bon. Et donc, ils adoptent les mêmes comportements, c'est-à-dire que les parents de plus en plus travaillent, par exemple, tous les deux. De plus en plus, il y a des problèmes de divorce, etc., etc. Ce qui fait que tous les problèmes sociaux qui étaient extérieurs à notre culture islamique traditionnelle sont en train d'être importés et envahissent notre espace et donc déclenchent toutes les conséquences qui vont avec. Notamment la perte d'autorité. On constate dans beaucoup de familles musulmanes une perte d'autorité des parents sur leurs enfants. Il y a par exemple de plus en plus de parents qui entrent dans un esprit de copinage avec leurs enfants, comme on leur apprend à faire, c'est-à-dire une sorte de complicité immature avec leurs enfants. Malheureusement, ça se développe. Il y a une perte de discipline dans les foyers. Les règles sont de plus en plus faibles. Les règles de vie sont de plus en plus faibles et on permet de plus en plus facilement qu'elles soient bafouées. Il y a une perte évidemment de pudeur aussi dans les foyers musulmans, il faut le dire. Les règles de pudeur sont beaucoup moins strictes qu'elles l'étaient auparavant. Aujourd'hui, il y a des phénomènes qui se développent dans les foyers musulmans, de permissivité de certaines tenues, notamment par exemple de la jeune fille chez elle qui s'habille d'une certaine façon. Bref, il y a une perte d'identité, voilà, globalement. Et ce que je veux dire, c'est que cette perte-là, elle va faire rentrer, elle va participer à l'arrivée de tous les problèmes qui existaient à l'extérieur vont commencer à arriver chez nous, et arrivent chez nous, et de plus en plus. Bien. Il y a un problème également au niveau de l'éducation sur le plan social, un problème de matérialisme aussi qui s'est énormément développé. Par exemple, nos enfants, de plus en plus de musulmans, gâtent leurs enfants, leur achètent n'importe quoi. Ils passent leur temps à vouloir les satisfaire matériellement. Ils les mettent à fond dans le système de la mode, des marques, les vêtements, la nourriture élaborée. Je veux, par exemple, ce yaourt-là et pas l'autre. Je veux acheter cette paire de baskets et pas l'autre. Et les parents, vont dans ce sens, malheureusement, de plus en plus. Ils développent ce matérialisme envahissant dans l'éducation de leurs enfants. Les enfants d'ailleurs sont de plus en plus consultés pour les achats que les parents font. D'ailleurs la publicité l'a très bien compris puisqu'elle cible beaucoup les enfants parce qu'elle sait que c'est quasiment eux maintenant qui forcent leurs parents à leur acheter ça ou ça. Il y a un problème dans le cadre de la consommation aussi des jouets par exemple. C'est un petit détail mais ça a des conséquences dans le développement psychique de l'enfant. Il y a trop de jouets. Les enfants ont trop de jouets aujourd'hui. Quand on voit à l'époque de nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils avaient comme jouets? Rien. Ils avaient des petits trucs qu'ils fabriquaient d'ailleurs la plupart du temps eux-mêmes, avec des petits bouts qui récupéraient, qui recyclaient de ce que les adultes laissaient tomber. Et voilà, très peu. Par contre, ils avaient des jeux entre eux. Maintenant, les enfants jouent de moins en moins entre eux, mais ils ont plein de jouets. Voilà, alors il y a plein de jouets, les jouets sans arrêt. Déjà, c'est un gaspillage énorme, en vérité, d'argent. En plus, quoi qu'il arrive, quel que soit le jouet, l'enfant a tendance à y jouer 3 jours, après il laisse tomber. C'est vraiment du gaspillage. Et puis, ça crée aussi une lassitude chez l'enfant, ça crée un stress d'avoir trop d'abondance, en fait. Voilà. On veut apporter à l'enfant de l'abondance, de bien, en croyant que c'est bon pour lui, par amour pour lui, ok. Mais ça le détruit plus qu'autre chose, au final. Ça le rend, après, blasé. Voilà. Très rapidement, il y a beaucoup d'enfants blasés. Déjà par la vie, on dirait, ils sont déjà... Il n'y a plus rien de moins en moins de choses qui vraiment les captivent. Parce qu'il y a trop de choses qui viennent vers eux. Sans parler du jouet, de la signification qu'il a, du message qu'il porte, auquel les parents ne font pas assez attention. Beaucoup de jouets portent des valeurs, des messages
qu'ils vont transmettre à l'enfant. Parce que l'enfant va s'identifier à ce jouet, il va absorber le message qui va avec. Et les parents, malheureusement, beaucoup de parents musulmans ne font pas attention à ça. Je vois par exemple beaucoup de jouets pour filles sont clairement des incitations pratiquement à transformer la fille en future prostituée. Beaucoup de jouets du type Barbie et compagnie sont des modèles avec des talons comme ça, avec une mini-jupe comme ça, maquillage à mort, où on incite la petite fille à s'identifier à ça, on l'incite à adopter, des fois même des choses, ça va de plus en plus loin. J'ai vu des images de jouets par exemple, carrément avec un caractère sexuel aussi dedans. Bon, il faut être très attentif en tant que parent à tous ces stimuli extérieurs qu'on amène vers l'enfant et qui vont le toucher et le construire. Bon. Voilà, et ça vient du fait que les parents, malheureusement, ils ont une sensation un peu malsaine que éduquer ses enfants, ça consiste à leur apporter le maximum de choses. D'ailleurs, on entend ce discours, moi je veux que mes enfants ne manquent de rien, je veux pouvoir leur apporter tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qui leur fait plaisir. Alors que l'éducation, c'est pas donner du plaisir. L'éducation de l'enfant consiste bien souvent en l'inverse de ça. Ça consiste à lui faire assimiler l'effort, le sacrifice, des choses pénibles, la discipline, la rigueur, parce que c'est ça qui va le former plus tard ses responsabilités d'adulte. On a fait une émission sur la préparation des enfants au mariage, par exemple, comment éduquer nos enfants à ce qu'ils soient prêts à se marier très jeunes. Et ben c'est sûr que c'est pas en les faisant submerger de plaisir en permanence. Évidemment que non. C'est au contraire en les poussant à savoir se défaire de ça, savoir se passer de ça. C'est ça qui va les faire grandir et mûrir. Bien. Il y a aussi, parce que ça crée aussi comment dire, des perturbations psychologiques chez les enfants. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, par exemple, qui souffrent d'avoir trop de choix. Ils sont, par exemple, sollicités pour trop de choses. C'est-à-dire que on leur propose tout le temps de choisir. Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ci, tu veux que je t'achète ça, tu préfères ça. L'enfant, il faut savoir que il ne sait pas choisir. Il ne sait pas ce qu'il veut à la base. Et même le fait de devoir choisir, c'est un certain stress. D'ailleurs, même nous, en tant qu'adultes, quand on doit faire un choix, souvent, c'est un stress parce qu'on est un peu hésitant. On se dit, bon, je vais choisir ça, mais peut-être que je rate ça. Enfin, il y a toujours une petite part de stress dans le choix. En tant que parents, on devrait alléger cela à nos enfants et choisir pour eux. C'est à nous de choisir pour eux. Comment on doit s'habiller, qu'est-ce qu'ils doivent mettre, qu'est-ce qu'ils doivent manger. Voilà, on ne dit pas à ses enfants, vous voulez quoi, des pâtes ou des frites ou une pizza ou je vous fais... Non, fais à manger pour eux. Tu leur dis, venez, l'assiette est prête, mangez. Voilà. Et ça, c'est un phénomène que malheureusement, les parents, voilà, sont dans l'éducation égale plaisir. Offrir du plaisir, alors que c'est pas du tout ça. Voilà, il y a des enfants, maintenant, ils sont stressés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Du karaté, de l'athlétisme, de la piscine. Voilà, on les surcharge d'activités, de jouets, de matériel, de biens et de services. En fait, c'est ça. Parce que de toute façon, aujourd'hui, notre vie entière est un immense marché de biens et de services, et les enfants sont submergés de ça. Et c'est très mauvais pour eux. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils finissent par s'ennuyer beaucoup plus qu'on le croit. Il y a aussi des problèmes liés à la sédentarité, l'urbanité que l'on vit. Les enfants sont faits pour bouger. Un enfant est fait pour bouger, pour s'exprimer, pour sauter, grimper à un arbre, tomber, se rouler par terre. Il est fait pour ça. Et malheureusement, de plus en plus, on vit dans des appartements où les enfants sont confinés et étouffés. Et ça développe ensuite certaines agressivités, etc. Bon, faut que malheureusement on aille assez vite. Alors, je parle même pas de la télévision et des jeux vidéo qui sont carrément des drogues qu'on injecte à nos enfants pour les calmer, se débarrasser d'eux, d'ailleurs la plupart du temps, et qui créent des dégâts énormes dans leur esprit. Voilà, et qui donc pour reprendre sur la télévision, et qui évidemment amène une influence extérieure qui va complètement détruire toutes les valeurs qu'on voudrait transmettre par ailleurs. Et là, il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire qu'on veut leur enseigner, par exemple, la religion, l'islam, mais on les met face à des fenêtres par lesquelles ils vont recevoir tout le contraire. Et donc voilà, on aura beaucoup de difficultés ensuite à gérer ça. Il y a aussi des problèmes d'ordre psychologique. Alors, le premier problème d'éducation de nos enfants chez les musulmans d'ordre psychologique vient des ravages du divorce, qui est en train
qui déferle sur les musulmans, le divorce de masse. Alors le fait que la mère élève seule son enfant, ça crée énormément de problèmes d'éducation parce que la mère se trouve après obligée d'assumer le rôle du père et de la mère en même temps, ce qui n'est pas son rôle et qui crée un brouillage dans l'esprit de l'enfant qui épuise la mère parce qu'elle a le côté affectif et en même temps elle doit essayer de garder un peu d'autorité, qui crée des déchirements internes, psychologiques auxquels on n'est pas préparé, ni la mère ni l'enfant. Sans parler de même s'il n'y a pas de divorce, de plus en plus de mères travaillent par exemple, donc elles sont fatiguées. Quand elles rentrent à la maison, elles sont fatiguées de leur journée de travail, elles ne sont pas extrêmement disponibles pour leurs enfants. Donc on les parque devant la télé et les jeux vidéo pour les occuper, comme ça on se repose. Et qui malheureusement va avoir un impact sur l'évolution psychologique de nos enfants. Il y a un gros aussi problème dans l'éducation de nos enfants, de l'aspect d'infantilisation. Je constate que malheureusement, on garde nos enfants bébés le plus longtemps possible. Et je ne comprends pas cette attitude. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on fait tout pour essayer de freiner leur maturation. On peut parler à nos enfants de façon adulte. On n'est pas obligé d'être là toujours dans les RE, de donner des surnoms débiles, Nina alors qu'elle s'appelle Anissa, ou Ninou alors qu'il s'appelle je sais pas quoi. On peut quand même être sérieux avec eux, leur parler sérieusement, bien sûr avec un vocabulaire à leur niveau, mais de façon adulte, dans le but de les faire grandir, pas de les garder bébés, et d'encourager en eux cette infantilisation. Voilà, donc on devrait essayer d'encourager nos enfants au contraire à grandir, à prendre des risques. Par exemple, nos garçons. Pas être là à les surcouver, à les surprotéger, à le moindre petit bobo par exemple, à sauter dessus, à mettre des pansements, attention. Là. Non, laissons-les prendre des risques, laissons-les prendre des responsabilités, laissons-les tomber, se faire mal, expérimenter un peu la dureté de la vie. Ça sera très bon pour eux. Et malheureusement tout ça on le perd, alors qu'avant il existait. Et c'est pour ça après on dit oui mais ils sont pas prêts. Bah oui, ils seront jamais prêts. Jusqu'à 30 ans ils restent des gamins avec l'éducation qu'on leur donne. C'est à nous de faire cet effort. Et notamment au père de veiller à ce que la mère ne surcouvre pas l'enfant, et le garçon en particulier. Alors pour finir, il y a tout un tas de problèmes de culturels dans l'éducation de nos enfants. Alors, le problème culturel consiste malheureusement à l'importation dans nos foyers de la culture dominante au détriment de notre culture ancestrale. Malheureusement, nos enfants ne leur transmettent plus nos chants, nos contes, nos coutumes. Il y a beaucoup de pertes de transmission à ce niveau-là, et c'est très dommage, parce que ça fera que des enfants qui vont grandir sans identité culturelle réelle, qui seront pris dans le bain ambiant. Voilà, comme nous, on est déjà en train de l'être. Mais c'est dommage parce que nos ancêtres ont quand même construit une culture pendant des siècles et on l'abandonne complètement. Très peu de maisons musulmanes enseignent à leurs enfants qui ils sont réellement, d'où ils viennent, perpétuent ces traditions-là, chantent à leurs petits-enfants, par exemple, des berceuses traditionnelles, etc., etc. Malheureusement, tout ça est perdu, même l'aspect vestimentaire des enfants, certaines pratiques qu'on faisait avant traditionnellement, qui sont abandonnées. Il serait important, au contraire, justement, en tant que musulmans, d'enseigner à nos enfants la fierté de leur religion et de leur donner la fierté aussi de qui ils sont, de leurs ancêtres. Par exemple, de leur faire visiter le patrimoine islamique pour leur montrer qu'ils viennent d'une civilisation de grande valeur, qu'ils ont une valeur propre et une identité propre tout à fait valable, qu'ils n'ont pas besoin d'avoir de complexe vis-à-vis de l'Occident, qu'ils doivent eux-mêmes se sentir fiers de ce qu'ils ont fait, des héritiers qu'ils sont d'une civilisation quand même extraordinaire qui a rayonné dans le monde entier pendant des siècles. Et ça passe à travers des visites, des explications, voilà. Avec nos enfants, c'est très important. Pour finir, il y a un point aussi à évoquer sur l'aspect culturel, c'est que beaucoup malheureusement de parents musulmans sont complexés vis-à-vis de la culture dominante et vont jusqu'à introduire chez eux des pratiques qui sont très graves. Par exemple,
beaucoup de musulmans aujourd'hui, de plus en plus, qui vivent en Europe par exemple, fêtes célèbres, plus ou moins, pas complètement, mais commencent petit à petit, pardon, à célébrer Noël, par exemple. De plus en plus de musulmans font des cadeaux à leurs enfants à Noël. Et quand on leur dit, mais quand même, c'est pas musulman, pourquoi est-ce qu'on veut imiter encore une fois, toujours plus, le modèle dominant? Ils disent oui, mais c'est parce que pour comme ça, l'enfant ne se sent pas exclu et ne se sent pas différent des autres, parce que tous les autres ont des cadeaux et lui, il va sentir qu'il n'est pas comme eux. Mais c'est dramatique de penser comme ça, parce que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est une bonne chose que nos enfants se sentent différents. C'est très bien qu'ils ne se sentent pas comme les autres, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Et ils doivent pas l'être. Ils sont musulmans dans un bain qui ne l'est pas. Donc pourquoi on les pousse à se sentir comme les autres? Alors dans ce cas-là, allons jusqu'au bout. Appelons, donnons-leur des prénoms européens. Faisons-les fondre complètement. Si nous on veut les préserver et leur transmettre notre religion, notre identité, eh bien c'est une bonne chose qu'ils ne se sentent pas comme les autres. Tant mieux. Et justement, il ne faut pas célébrer Noël, il ne faut pas leur donner de cadeaux ce jour-là. Et s'ils disent oui, mais tous mes copains ils en ont, eh bien on leur dit, c'est une bonne manière de leur expliquer, tu vois tous tes copains, nous on n'est pas comme eux. Toi tu es musulman, tu es d'une autre culture, d'une autre religion. On n'est pas comme eux. Le jour du Eid par exemple, nous on fait certaines choses, eux ils ne les font pas. Donc chacun sa sphère. Et ça c'est très important. Il faut développer ça. Il faut absolument essayer de conserver notre authenticité. Voilà, dans l'éducation de nos enfants, leur transmettre leur authenticité religieuse et culturelle. Et Ahl al-Bayt alayhim salam ont aussi enseigné cela. C'est-à-dire que ils nous ont aussi mis en garde contre la tentation d'imiter tout le temps, enfin voilà, d'être dans l'imitation des autres. Non, soyons nous-mêmes, restons nous-mêmes dans ce qui est bon et transmettons-le à nos enfants. Voilà, pour qu'eux-mêmes grandissent et que génération après génération ne perdent pas complètement, malheureusement, comme c'est en train de se faire de plus en plus, notre patrimoine. Voilà, donc c'était un sujet très important, mais que malheureusement j'ai abordé avec vous de façon très brève. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire et à développer, mais Inch'Allah, je pense que c'est déjà des pistes qu'on peut creuser ensuite ensemble. Voilà, c'était pour, encore une fois, être dans cette perspective de réfléchissons à notre vie, prenons un peu de recul par rapport au mouvement général et essayons de retrouver notre spécificité et la transmettre, Inch'Allah. Je vous remercie de votre attention et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.